Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, j'ai la grande chance d'accueillir Alexander Petou, Chief Commercial Officer chez Swissborg, pour un épisode inédit. Bonjour Alexander. Salut Greg. J'espère que tu vas bien. Je vais super bien, merci beaucoup de m'accueillir. Avec grand plaisir, merci à toi d'avoir fait le déplacement. C'est la première fois en Belgique, tu me le disais tout à l'heure. Première fois. Et t'as quel âge ? J'ai 44 ans. Ok, 44 ans, première fois en Belgique. Ravi de t'accueillir dans nos contrées. Pour les personnes qui ne te connaissent pas, qui es-tu ? Peux-tu te présenter en quelques minutes ? Ouais, écoute, alors merci beaucoup de m'avoir invité. Je m'appelle Alexander Petou, j'ai 44 ans. Je suis moitié suisse, moitié colombien. Okay. Donc, je suis né en Colombie, mais j'ai grandi en Suisse. Peut-être qu'on en reparlera. Et puis, je travaille chez Swissborg. Ça aussi, on va en parler. Et je m'occupe, en fait, je suis directeur commercial. Donc, je m'occupe du business development chez Swissborg. Ok, et directeur commercial, c'est quoi tes principales tâches, je vais dire, sur une semaine ou un mois habituel ? Alors, c'est principalement de faire du business development, donc de ramener des nouveaux utilisateurs, de ramener des nouveaux projets qui vont investir en fait sur notre plateforme et m'occuper de ceux qui sont déjà là, ceux qui sont existants, de les traiter au mieux et de m'assurer qu'ils soient contents. Ok. Tu te présentes justement en tant que Chief Commercial Officer, mais quelles sont tes passions en dehors de Swissborg, en dehors de la crypto ? Est-ce que tu as l'une ou l'autre passion ? Oui, alors je fais beaucoup de surf en été, donc je vais sur l'eau l'été, et puis beaucoup de snowboard et de ski en hiver. Donc c'est pas mal de sports de glisse, et puis à côté de ça, je joue au basket depuis que j'ai 8 ans, donc ça commence à faire un paquet d'années. Okay. Et beaucoup de golf et de tennis. Ok. Et le surf, tu vas dans quel coin ? Toujours aux mêmes endroits ou plutôt à gauche, à droite ? Non, écoute, ça me permet de bourlinguer pas mal. J'ai habité en Australie quand j'ai fini mes études. J'ai beaucoup au Costa Rica. Et maintenant, je vais beaucoup en famille. On va énormément au Maroc. Je suis un grand fan du Maroc et au Portugal aussi. Ok. Et le plus beau spot de surf que tu as fait ou qui te marque quand je t'en parle, ce serait quoi ? Ouais, ça va. Sydney, en plein centre de Sydney, il y a une plage qui s'appelle Bondi Beach. C'est une des plus belles plages du monde et c'est fou parce qu'elle est au cœur d'une des plus grandes villes du monde. Enfin, c'est un endroit incroyable. Et c'est vraiment remote, c'est vraiment très très loin. Ok. Et tu as déjà été avec tes enfants ? Pas avec mes enfants. Alors, j'y étais avec ma femme, qui était ma copine à l'époque. Okay. En 2005, on a habité là-bas pendant quelques mois. Pas encore avec les enfants. C'est pas facile de faire un voyage aussi long. 24 heures avec les enfants dans l'avion, ça me fait pas rêver. Ok. Et qu'est-ce qui a fait que tu es resté quelques mois sans indiscrétion en Australie et puis que tu es revenu en Europe ? On était parti un peu sur un coup de tête, on avait envie de voir autre chose. On s'était dit à l'époque, on n'a pas encore d'enfants, on n'a pas encore tellement de responsabilités, on habitait encore chacun chez nos parents. Et puis, on a fini nos études. Quand on a fini l'université, on s'est dit, faisons quelque chose d'un peu fou. Et on est parti en Australie. Ma femme m'a suivi. Okay. Et pour des questions de visa et de travail, on a dû rentrer au bout de quelques mois. Ok. Sinon, potentiellement, vous serez resté là plusieurs années ? Potentiellement, on était parti pour faire un mandat, pas pour toute la vie, mais je pense pour faire un mandat de 3-4 ans, ça aurait été vraiment chouette. C'était l'idée à la base. Ça s'est pas fait, mais finalement, c'était une très très bonne expérience. On a énormément appris. Ok. Et il y a un souvenir qui t'a le plus marqué sur ces quelques mois en Australie ? L'Australie est un pays incroyable. La nature est vraiment incroyablement préservée. Les animaux dans l'eau, les tortues, les dauphins. Alors les requins, j'en ai pas vu. Non, t'as pas vu de requins ? Non, j'ai pas vu de requins, mais j'ai vu plein d'ailerons en espérant que c'était des dauphins. Non, la nature est incroyablement préservée. La nature en Australie, c'est quelque chose, c'est next level. Ok, super. Tu parlais de 2005 en Australie. Peut-être revenons quelques années auparavant, avant de parler de crypto dans quelques minutes. Mais comment as-tu vécu ton enfance ? Quels souvenirs t'ont marqué de ton enfance ? Écoute, je suis né en Colombie en 1980. Je ne sais pas si tu as vu la série Narcos ou des reportages du type sur la Colombie à cette époque-là. C'était une époque un peu noire pour le pays. Donc en fait, la situation a fait que mes parents ont décidé, quand j'avais quelques mois à peine, de rentrer en Suisse. Mon père est suisse, donc on a quand même des racines en Suisse. Dans quel coin en Suisse ? En Valais. Alors j'ai grandi à Lausanne, mais mon père est valaisan. Ok. Comme les Corses, on dit qu'on n'est pas suisse, on est valaisan. Ok. Et où ça en Suisse ? Enfin, dans le Valais exactement où ? On est originaire de Martigny, haut de Martigny, dans un endroit qui s'appelle Salvan-les-Marécottes. Ok. Ah oui, il y a les Marécottes, il y a un petit zoo là-bas, non ? Il y a un petit zoo, exactement. On y était ce week-end d'ailleurs. C'est vraiment un endroit magique. J'y étais l'année passée avec les enfants. On a été voir effectivement là-bas et c'est magnifique. Voilà. Moi, je suis de là-bas. Je suis originaire de là-bas, mais j'ai grandi à Lausanne en fait. Donc,
Et écoute, j'ai grandi à Lausanne, une enfance classique avec des parents très aimants et d'une famille relativement modeste, mais où j'ai jamais manqué de rien. Donc, j'ai fait mes écoles, toute ma scolarité à Lausanne, et ensuite j'ai étudié à l'université à Genève. Et j'ai étudié quelque chose d'un peu atypique, je suis traducteur de formation. Ok. Rien à voir avec la finance. Ok, mais justement, qu'est-ce qui t'a amené à la finance? Comment ça se fait que tu as fait ces études-là de traduction d'interprète et puis que tu es passé dans le monde financier? Est-ce que tu as d'abord travaillé en tant que traducteur ou interprète ou pas du tout? Écoute, en fait, le travail de traducteur-interprète est un travail très solitaire. Et je ne sais pas si c'est le syndrome du fils unique, mais en fait, je n'aime pas trop être seul et je déteste travailler seul. J'aime beaucoup travailler en équipe, j'ai besoin d'interagir, j'ai besoin de voir des gens. Donc, assez rapidement, je me suis rendu compte que d'être seul face à mon ordinateur et avec mes bouquins, c'était pas ce que je voulais faire pour les 40 prochaines années. Donc, en fait, j'ai assez rapidement mis un pied j'ai fait un stage, en fait, dans une banque qui s'appelle Lombardier, où j'ai fait un premier stage à la com, parce qu'il faut voir mes études de traducteur comme quelque part. Moi, souvent, je dis que c'est des études de communicant, oui, quelque part. Et c'est comme ça que j'ai mis un premier pied dans la banque. Et ensuite, j'étais recruté par l'UBS, où là, j'ai pu faire un programme de graduate, où là, on m'a vraiment enseigné un métier de la banque en partant de zéro. Et c'est quoi un programme de graduate pour les personnes qui nous écoutent? Ils vont chercher en fait des gens c'est graduate from university, donc c'est des gens qui sont sortis de l'université, fraîchement sortis de l'université. Et en fait, moi j'étais dans une volée un peu spéciale où on était un peu des guinea pigs, comme on dit, je ne sais pas comment on dit en français. Je ne sais pas. Des cobayes, okay, de tests. Et puis, ils cherchaient des gens qui allaient apporter une autre façon de faire, une autre façon de voir les choses. Donc, c'est la volée dont je faisais partie. On était quasiment... Ils ne cherchaient pas des gens qui avaient étudié HEC ou Polytechnique ou des études qui pouvaient t'amener assez naturellement vers la finance. Donc, j'étais avec un garçon qui a fait gémologie, c'est l'étude des pierres précieuses. Il y avait des gens qui avaient fait psycho, moi le traducteur. Donc, on était plusieurs à être d'horizons très, très lointains par rapport à la finance. Et c'était pour justement amener un nouveau souffle, une autre façon de faire. Et puis, c'était super intéressant parce que ils investissent dans cette éducation. Et en fait, pendant 18 mois, tu apprends un métier de la banque. Moi, vu que je suis en partie moitié latino, on m'a assigné à l'Amérique latine. Et on m'a dit, tu vas faire de la gestion de fortune sur le LATAM, donc sur l'Amérique latine. Et j'étais assis à côté du banquier le plus senior de la plateforme. Et puis, j'ai appris avec lui. OK. Et avant de revenir justement sur tes premiers investissements en bourse et tout ça, j'aimerais encore parler de ta vie privée. Tu mentionnais donc tu es parti effectivement quelques mois en Australie. Tu as 44 ans aujourd'hui. Quels ont été les 2 moments les plus joyeux que tu as vécus depuis ta naissance? Ouais, je dirais sans aucun doute, c'est la naissance de mes 2 fils, Mathias et Emilio. Moi, juste d'en parler, j'ai des frissons. Non, mais c'est vrai que ça change une vie, hein, la naissance des enfants. Donc, qu'est-ce qui a changé? Tout. Okay. Je dirais tout, parce que y avait ma vie avant, puis il y a ma vie d'après. Je crois que ça donne un vrai sens à la vie. Et pour moi, j'ai encore des fois de la peine à me rappeler comment c'était avant. Hein. J'ai l'impression qu'ils ont toujours été là, parce que tout tourne autour d'eux, et parce que tout ce que je fais le matin quand je me lève et le soir quand je me couche, je pense à eux. Donc, c'est vraiment l'événement le plus bouleversant, mais dans le bon sens, et le plus beau, hein, clairement le plus marquant. Ok, justement, je fais un petit aparté sur ce sujet. Il y a environ 10% des hommes, après la naissance d'un de leurs enfants, qui font effectivement une dépression postpartum. Moi, par exemple, en fait, après la naissance de Gaspard, pendant 6 mois, j'ai été assez mal. Je ne savais pas qui j'étais, je ne me reconnaissais plus et tout ça. Toi, tu as vécu ça de manière très sereine, ou il y a eu des gros moments de doute les premiers mois, les premières années de paternité? Alors moi, je pense que j'ai fait le contraire d'un postpartum, c'est que j'étais aux anges. Et c'est vrai que ça a été il y a 11 ans, le premier Mathias est arrivé il y a 11 ans, et je n'ai jamais été aussi heureux que depuis. Donc non, tout le monde réagit différemment. Moi, c'est vraiment quelque chose qui m'a amené tellement dans la vie et qui m'apporte tellement de joie au quotidien non, moi j'ai trouvé assez rapidement ma place de papa. Ok, chouette. Et le moment, est-ce que tu as eu... Pour tes enfants, est-ce qu'il y a eu un moment plus difficile ou plus challengeant ou un peu plus particulier ou rien qui te vient comme ça?
Non, alors c'était une période, c'était une très belle période de ma vie, mais en même temps, professionnellement, je me cherchais un peu et j'ai eu une période même assez difficile où j'ai fait un burn-out. Je suis arrivé dans une entité où j'étais pas très à l'aise. Et puis malheureusement, j'ai fait un burn-out. Et puis c'est vrai que je pense qu'il y a une partie psychique et une partie physique. On dormait très très peu. Notre premier fils n'était pas un gros dormeur au début, les 3 premières années. Donc physiquement, j'étais pas mal à la ramasse. Et ça, couplé au fait que j'étais pas heureux dans mon job, a fait que j'ai fait un gros burn-out, dont je garde un souvenir assez triste. Ok. Et comment tu t'en es remis, justement, si on prend les premières semaines ou les premiers mois, entre guillemets, post-burnout, ou au début que tu recommences à remonter la pente? Comment ça s'est passé? Tu as arrêté de travailler pendant plusieurs semaines, plusieurs jours, plusieurs mois. Comment tu t'es reconstruit? Je me suis reconstruit grâce à mon entourage et principalement à ma femme. Il faut dire ce qu'il en est. Ma femme a été un soutien incroyable. Elle m'a toujours épaulé, toujours accueilli toutes les initiatives et mes idées à bras ouverts. Donc je dois reconnaître que je dois être très très reconnaissant par rapport à ça. Et puis mon entourage, j'ai une famille très aimante et très proche. Donc principalement ça. Et puis il faut se reconstruire, il faut regagner confiance et prendre du recul. Je crois qu'il faut vraiment prendre du recul. Donc non, j'ai arrêté de travailler pendant plusieurs mois. Ok. Tu étais dans une banque à ce moment-là? J'étais dans une banque à ce moment-là, oui. J'étais dans une banque américaine et c'était pas la joie. Ok. Et puis, à un moment donné, comme ça allait pas du tout, j'ai tiré la prise et je me suis retrouvé sans job pendant plus de 6 mois. Okay. C'était une période très noire. Je me souviens que c'était très dur mentalement et c'était très dur pour la confiance en soi, surtout. Et puis surtout, on se sent pas mal incompris. Moi, je me sentais très incompris par certains de mes proches aussi. Certains amis, certains membres de ta famille? Exactement, ouais, clairement. Mais c'est aussi eux qui, par la critique ou par certaines remarques, m'ont aussi poussé à me reconstruire et à reprendre confiance. Ok. Et justement, comment ça a été perçu au sein de ton environnement de travail? Tu travaillais dans une banque américaine. Comment ça a été perçu? Tu as perçu un soutien de l'entité pour laquelle tu travaillais ou pas spécialement? C'était très difficile? Non, de l'entité, pas du tout. Mais écoute, c'est un monde quand même assez difficile, assez opportuniste et aussi où c'est un peu le chacun pour soi. Donc non, il n'y a pas eu tellement de soutien, mais finalement, je ne m'attendais pas à un soutien particulier. Pour moi, ce qui était important, c'était d'être entouré et que ma famille soit là. Je ne m'attendais pas spécialement à un soutien. Ok. Tu avais des enfants? Non, tu n'avais pas encore d'enfants. J'avais le premier. Oui. J'avais le premier et je te dis justement, on ne dormait pas. Donc je pense que ça devait être aussi couplé au fait qu'on dormait quelques heures par nuit. Et ça, c'était très, très difficile à gérer aussi. Est-ce qu'il dormait pas spécialement bien? Il faisait pas des Non, il faisait pas ses nuits. C'est lui qui nous a appris à être parents. Donc, oui. Au début, on savait pas trop comment faire. On faisait pas tout juste. Et puis lui, il se réveillait pour nous dire qu'il était bien là, qu'il respirait. Nous, on se faisait beaucoup de soucis pour ça. Ok. Donc, écoute. Moi, Gaspard, mon plus grand, il a 6 ans et il y a des nuits où ça se passe sans problème, mais il y a aussi parfois des nuits où il y a des petits cauchemars, des petits câlins ou des choses comme ça. Donc, 100% des nuits ne sont pas bonnes et je comprends par quoi tu passes. On a eu des débuts difficiles, mais maintenant, c'est 2 vraies marmottes. C'est vrai? Oui, j'ai le week-end, t'es tranquille jusqu'à 8-9 heures? Oui, c'est des pré-ados, là. Donc, oui. Ils dorment bien, là. Ok. Ils dorment très bien. Avant de venir sur les investissements, la bourse et puis les cryptos, dernière question plus personnelle, si tu avais une baguette magique, quelles sont les 2 choses que tu changerais? Waouh, ça c'est une question qu'on me pose un peu aux Miss pendant les concours de Miss Univers. Hein. Je vais essayer de ne pas être trop cucu et dire la paix dans le monde. 2 choses que je changerais... tu ferais ou que tu changerais? J'imposerais, si je pouvais, j'imposerais une journée par semaine sans écran. Où j'obligerais les gens à se parler, à s'asseoir autour d'une table et pas d'écran, pas de rien qui puisse empêcher l'interaction. Moi, je suis toujours été un avocat du partage, de l'interaction, etc. Donc, je trouve qu'aujourd'hui, les écrans prennent une place incroyable et prépondérante dans nos vies, que ce soit professionnel ou privé. Et j'imposerais ça un jour où
tout le monde a interdiction de toucher son téléphone, son ordinateur, son écran, sa tablette. Ça serait une chose. Deuxième chose, je vais dire quand même un truc un peu cucu, je dirais. Éducation, j'essayerais d'imposer, pas imposer, mais d'obtenir une éducation gratuite et de qualité pour tout le monde. On a une chance incroyable en Suisse d'avoir ça et je trouve qu'idéalement, on devrait avoir ça partout dans le monde. Si ce serait vraiment... Okay. C'est un peu une utopie, mais ce serait top. Si c'était possible. Sur le premier point, tu mentionnes effectivement la journée sans écran. Comment tu fais avec tes enfants de 9-11 ans pour gérer ça, les écrans? Parce qu'aujourd'hui, par exemple, je lisais une stat assez récente, un enfant de 10 ans exposé 2 heures ou 2 heures et demie par jour aux écrans. Ça fait beaucoup à la fin d'une semaine. Comment tu gères? C'est monstrueux, c'est très compliqué. On n'est pas parfait. Ma femme et moi, on a cette discussion plusieurs fois par semaine sur ce sujet pour faire au mieux, pour adapter. On essaye de mettre des règles assez strictes. Normalement, ils ne passent pas plus de 45 minutes devant la télé par jour. Souvent, on essaye d'être tout près ou d'être là. Et puis, oui, on essaye de contrôler au mieux, mais l'interdiction totale n'est pas une option. Enfin, je pense pas. Mais l'accompagnement. L'accompagnement, ok. Clairement. Tes enfants ont déjà un smartphone ou des choses comme ça? Non, pas encore. On a cette règle. On en discute beaucoup avec nos amis. On a beaucoup d'amis qui ont des enfants du même âge. Et puis, en tout cas en Suisse, souvent la règle, c'est autour des 12 ans, on commence à en discuter. Nous, justement, notre aîné nous le demande souvent. Et je pense qu'autour des 12 ans, ils ont cette maturité neuronale, cette maturité... qui leur permettrait de gérer ça, mais de nouveau, il va falloir accompagner énormément parce qu'il y a tout et n'importe quoi, et même des choses qui nous semblent assez anodines comme WhatsApp ou comme ça peuvent receler des choses terribles pour les enfants. Donc, Justement, je fais un aparté, mais il y a un téléphone qui s'appelle The Phone, qui est créé par une société française et qui en fait ressemble à un iPhone. C'est comme l'iPhone, ça y ressemble, sauf que c'est juste pour appeler, envoyer des SMS. Ouais. Aucune application et tout ça. Je lâche ça comme ça, si ça a du sens pour toi, pour tes amis, mais The Phone, en tout cas, moi, c'est vrai que je suis un petit peu anti-écran, hein, je ne vais pas me le cacher. Parfois, mes enfants, pendant 10-15 jours, n'ont pas d'écran et s'en portent très bien. Et c'est vrai que je me suis dit, le jour où il y aurait quelque chose ou un moyen de communication, j'aurais envie... Oui, de lui offrir un smartphone, mais sans application, sans effectivement WhatsApp, Instagram, n'importe quoi d'autre, pour vraiment dire, c'est juste pour communiquer, un SMS, un coup de fil si tu vas à l'école par tes propres moyens ou ce genre de choses. Et c'est vrai que j'ai vu ça dans Qui veut être mon associé. Je me suis dit, OK, c'est un chouette projet qui permet justement, parce qu'aujourd'hui, finalement, les jeunes, ils passent beaucoup de temps sur leurs écrans, soit à jouer ou à être sur les réseaux sociaux, mais pas à envoyer, je dirais, pas à téléphoner. C'est vraiment, ils consomment le contenu de manière passive. Donc voilà, si ça a du sens pour toi. On a parlé de baguette magique, de ta vie privée. Finalement, quand est-ce que tu as commencé à t'intéresser aux investissements en bourse? À quel âge et comment ça s'est passé au début? Assez tard. Justement, de par mes études de traduction, etc., j'ai jamais été exposé tellement à la finance classique. Je commençais peut-être, je pense, autour des 25 ans, quand j'ai fait mon premier stage et quand j'ai commencé à l'UBS. C'était en 2006 et effectivement, c'est là que j'ai commencé à être exposé. Il fallait comprendre aussi comment marchait des actions, des obligations, les fonds, les ETF, etc. Donc, c'est vraiment à ce moment-là que j'ai commencé. Et de toute façon, il n'y a pas de meilleure façon de faire que d'avoir du skin in the game. Donc, j'ai commencé à acheter mes premières actions Nestlé, des trucs hyper classiques au début, des actions UBS, Nestlé, etc. Et puis, des premiers fonds, des fonds de placement, qui pour moi étaient des très, très bons outils d'investissement pour des gens qui débutaient comme moi. OK. Et quelle a été ta plus grosse erreur, vos bêtises en bourse? Est-ce qu'il y en a une qui te marque? Pas une en particulier. Ma plus grosse erreur, c'était toujours de chercher du gain à très court terme. C'était de vouloir faire x3 en quelques semaines, alors que quand c'est trop beau pour être vrai, c'est rarement
c'est rarement une vraie occasion. Donc, je pense au manque de patience, mais ça, quelque part, c'est propre à l'être humain et surtout aux jeunes. Donc, on est obligé de faire des erreurs comme ça pour apprendre. Tu mentionnes que tu as commencé en 2006, au début de ta carrière chez UBS. Comment tu as vécu fin 2007, 2008, 2009 en tant que banquier? C'est très compliqué. C'était une période très compliquée. C'était passionnant. C'était très dur parce que je voyais les gens autour de moi qui perdaient leur emploi. J'ai vu les gros plans sociaux, etc. Donc ça, c'était vraiment très marquant. En même temps, c'était aussi une époque palpitante où il se passait tellement de choses et on apprend, c'est souvent dans les tempêtes et dans les moments difficiles où on apprend le plus. Donc la crise des subprimes a été incroyablement formatrice. L'UBS était vraiment en plus incroyablement impacté parce que je ne sais pas si tu t'en souviens, si tu avais suivi, mais l'UBS avait dû être sauvé par la Confédération à hauteur de 6 milliards, je crois, quelque chose comme ça. Donc, bon, après, la Confédération avait gagné des sous sur cet investissement, donc finalement, c'était pas plus mal. Mais les gens étaient très, très fâchés contre l'UBS. Je me souviens qu'on sortait à midi. Je me souviens d'un déjeuner, une pause déjeuner où on était revenus. Et le mur était couvert de peinture. Et des gens étaient venus et avaient balancé plusieurs pots de peinture sur l'entrée employée, sur là où on revenait. Donc, c'était... Et on était, au début, j'étais incroyablement fier les premières années de travailler chez UBS. Après, pendant un temps, on taisait un peu ça. On n'osait plus trop dire parce qu'on se faisait un peu... Oui, l'UBS avait mauvaise presse. Très mauvaise presse. Et puis, après, ça a changé. Mais c'était une période très formatrice. Une période très, très, très formatrice. Pas facile tous les jours. On travaillait des longues heures et grosse pression. Mais de nouveau, c'est dans les grosses tempêtes comme ça qu'on apprend le plus. Et tu parles d'apprentissage. Est-ce qu'il y a un apprentissage que tu pourrais partager aux personnes qui nous écoutent ou qui nous regardent, qui t'a plus marqué, ou un moment ou quelque chose que tu auras envie de partager? Bon, c'est une vraie... Ce que j'ai appris aussi, c'est à prendre du recul. Prendre du recul, surtout parce qu'on on était toute la journée au téléphone avec des clients à qui il fallait expliquer que les marchés avaient perdu 30-40% et qu'il fallait rassurer, à qui il fallait rappeler qu'on était là pour le long terme, que les crises font partie pas du jeu, mais en tout cas du parcours de l'investisseur. Donc, c'était vraiment cette notion de prendre du recul. Cette crise m'a énormément appris à ce niveau-là. Ok. Et à ce moment-là, tu avais déjà commencé à investir en bourse? J'avais déjà commencé à investir en bourse. J'ai vu mes fonds fondre à vue d'œil comme neige au soleil. Et c'était c'est très formateur pour ça. C'est ce que je disais avant. C'est important d'avoir du skin in the game. C'est important d'avoir des sous dans l'équation. Parce que c'est dans ces moments-là où on se rend compte qu'on est un investisseur comme un autre, un investisseur lambda. Okay. Après l'UBS, comment ça se passe, la suite de ta carrière avant de venir au monde des cryptos? Tu passes directement vers un concurrent suisse, vers l'entreprise américaine. Qu'est-ce qui fait que tu changes? Je suis passé dans l'entreprise américaine où finalement j'ai fait que quelques petits mois. Oui. Très rapidement, j'ai vu que en fait, j'aimais pas du tout c'était surtout l'ambiance dans ce bureau. C'était une façon très américaine, une façon de travailler très à l'américaine, avec beaucoup de présentéisme. Les gens partaient à 22h, 23h. Moi, j'avais un bébé à la maison, donc j'avais envie de passer du temps avec lui. Quand je partais à 20h, mes collègues me faisaient la blague toujours de dire « Ah ben, t'as pris ta demi-journée, c'est génial ». En fait, c'était très toxique comme environnement. Ça ne m'allait pas du tout. Moi, je venais de l'UBS, qui est une banque très suisse, où quelque part... tu as tes 8 heures et quelques à faire dans la journée, et si tu as besoin de 10 ou 12 heures pour faire ton travail, c'est que tu n'es pas efficient et que tu n'es pas à la bonne place. Mmh. Donc au contraire, à l'UBS, c'était tout le monde à 18h30 out. Donc c'était une culture d'entreprise très très différente qui ne m'a pas du tout plu. Et donc c'est à ce moment-là que j'ai fait mon fameux burn-out où ça n'allait pas du tout, parce que j'avais mis énormément d'espoir dans ce nouveau job, dans cette nouvelle entité. Et puis, en fait, quelques mois après, au travers de mon réseau, j'ai retrouvé un super job chez Pictet, où j'ai fait ensuite 7 ans, qui était une grande banque en Suisse, qui est très discrète, mais qui est beaucoup moins connue en Belgique. En Belgique, Pictet, les gens connaissent beaucoup moins connaissent pas vraiment que l'UBS, par exemple.
Pictet, il y a cette culture de la discrétion, etc. Mais c'est une très, très belle entité. J'ai passé 7 merveilleuses années là-bas où j'ai appris énormément. Très beaux souvenirs, mais très formateur aussi. Mais c'est aussi ça, quelque part, qui m'a... c'est ces 7 années-là... C'était un cycle. J'ai fait des cycles de 7 ans, souvent. Autant à l'UBS, l'UBS, j'ai fait un peu plus, je fais 8 ans, mais je fais toujours ce cycle un peu d'environ 7 ans où après, j'avais envie de voir autre chose. Et c'est comme ça que j'ai fait le grand saut dans la crypto. Effectivement. Et avant de parler de ton portefeuille d'investissement, peut-être, ça fait maintenant plus ou moins 4 ans que tu es chez Swissborg. Qu'est-ce qui a fait que tu es passé dans ce monde des cryptos? Généralement, quand je caricature un petit peu, mais quand tu commences banquier à l'UBS, tu continues banquier peut-être chez Pictet, puis chez Lombardier, puis chez Julius Baer, et en fait, tu fais comme ça 4 fois 10 années et tu as fait ta carrière en tant que banquier privé. Qu'est-ce qui a fait que à 40 ans, tu as pris la décision de passer de la finance traditionnelle à la crypto? Justement, je pense la crise de la quarantaine, un peu, cette crise que certains la vivent, d'autres pas. Moi, je l'ai vécu dans le sens où c'était un peu une remise en question, une période de remise en question où je me suis dit, mais est-ce que j'ai envie de continuer dans ce monde corporatif, dans cette cage dorée que peuvent être certaines banques et certaines entités en Suisse. Et non, j'avais justement envie de trouver un endroit plus à taille humaine et un endroit où j'aurais un impact plus fort aussi. Quand tu arrives à 40 ans, en principe, tu amènes avec toi un certain package, une certaine expertise. Moi, c'est cette expertise dans 15 ans de gestion de fortune et de private banking très helvète, très suisse. Et donc, je pouvais vraiment aussi apporter ça dans une entité comme Swissborg. C'est cette expertise, c'est quelque part cette culture, ces 250 ans de tradition du private banking en Suisse. Et j'avais envie de pouvoir amener ça dans le monde de la crypto, qui c'est vrai, est assez éloigné de ce monde très feutré du private banking. Mais justement, je trouvais génial de pouvoir marier ça. Et je trouvais l'idée magnifique de Swissborg de marier ces deux mondes. Ok. Et tu as rejoint parce que tu connaissais un des cofondateurs ou pas spécialement? Tu as passé l'une ou l'autre interview parce qu'il recrutait des personnes? Non, alors je connaissais un des deux cofondateurs, je connaissais Cyrus, okay. Mais qui m'a dit d'entrée de jeu que si je voulais postuler, il allait être 2 fois plus dur avec moi parce qu'il avait très peur du népotisme et qu'on lui dise qu'il recrutait des copains. Donc il a été très très dur pendant le processus d'entretien. Qui a consisté en quoi en fait? C'était juste une interview et t'es pris ou comment ça s'est passé? Non, alors il y a une première interview. J'ai parlé, je pense, avec à peu près les 6 fondateurs, les 6 premiers employés qui sont les fondateurs en fait. J'ai parlé quasiment avec tous, je pense, pendant une bonne heure à chaque fois, en tout cas 45 minutes. Et à côté de ça, il y a ce qu'on appelle un tech challenge où quelque part on te donne 3 questions que tu dois préparer un business case sur ces 3 questions et le renvoyer, c'est tout par écrit. Ok, c'est ça. Et puis après, la délibération, entre guillemets. Et après la délibération, etc., exactement. Ok. Et donc, tu as rejoint Swissborg en 2021, c'est ça? C'est juste. Et Swissborg, c'est quoi? C'est une plateforme d'échange comme un Binance, Kraken, Bitvavo. Que propose Swissborg de manière similaire ou différente par rapport à d'autres plateformes d'investissement? Alors, Swissborg, c'est une plateforme où on peut acheter et vendre des cryptos, en fait. C'est une start-up suisse qui aujourd'hui a environ 230 employés, donc c'est quand même une grosse structure. Et puis, à la base, c'est un exchange sur lequel on peut acheter et vendre des cryptos, mais on va beaucoup plus loin. On fait de la gestion de fortune avec les cryptos. Donc justement, on est un peu le Lombardier, le Pictet ou le Julius Baer de la crypto. Le but, c'est vraiment que les gens viennent pour profiter en fait de cette expertise qu'on a dans la crypto. Et c'est vraiment avec une vue long terme. Nous, on aide les gens, on épaule les gens, on les prend par la main pour investir pour les 5, 10, 15 prochaines années. Avec toujours ce but en tête, cette mission d'aider les gens à devenir financièrement indépendants. Ok. En termes de chiffres, quels chiffres tu peux nous partager sur le nombre d'utilisateurs, le nombre d'actifs sous gestion qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à ça? Alors, en chiffres, je peux vous dire qu'on est on est 230 employés, on a un peu plus de 2 milliards sous gestion, et puis on a plus d'1 million d'utilisateurs. Okay, c'est quand même une grosse structure, une grosse plateforme. Okay. On est un des leaders en Europe. Ok. Et en Suisse, c'est la seule plateforme qui existe ou il y en a d'autres?
Non, il y en a d'autres. On est une des principales, mais il y en a d'autres. Il y en a d'autres. Je ne veux pas citer les noms. Ben non, entendu. OK. Et quelle est la différence? Tu mentionnais justement le fait que vous permettez de gérer aussi via des mandats de gestion discrétionnaire. J'ai 2 questions. C'est finalement à partir de quel montant notre argent peut être géré chez Swissborg de manière discrétionnaire. Et si je n'ai pas ce montant-là, est-ce que je peux quand même être client de Swissborg? Alors, bien sûr, tu peux. Alors, tout le monde peut être client chez Swissborg. On peut ouvrir un compte à partir de 50 euros ou 100 euros. Donc, c'est très accessible. C'est le but même, quelque part. C'est cette accessibilité. Notre cri de guerre, notre motto, comme on dit en anglais, c'est de démocratiser la gestion de fortune, la rendre accessible à tout le monde. Et puis, tu demandais sur les mandats gérés. Alors, les mandats gérés, c'est une solution d'investissement qu'on a développée depuis peu. Ça fait 6 semaines qu'on a lancé ce nouveau produit, entre guillemets, chez nous. Chez Swissborg, pour l'instant, il y a un ticket d'entrée à 10 000 euros qui normalement devrait baisser dans les semaines et les mois qui viennent. Je pense qu'on va assez rapidement passer à 5 000 et 2 000, je pense, pour le rendre vraiment accessible à tout le monde. Et pour ces montants, en fait, tu peux avoir un mandat géré justement en fonction de ton appétit au risque. On va te proposer des solutions pour construire un portefeuille et tout le travail d'investissement, de réallocation, etc. Tout le travail est fait en coulisses par l'équipe d'investissement. Très bonne équipe chez nous, chez Swissborg. Donc finalement, c'est l'idéal parce que tu peux être exposé à cette classe d'actifs sans avoir à comprendre tous les tenants et les aboutissants, tous les détails derrière, toute la technicité. Donc c'est un très bel outil, très belle solution d'investissement pour des gens qui veulent être exposés à ça sans tout maîtriser, ou tout simplement des gens qui n'ont pas le temps d'avoir le nez dans leur portefeuille toute la journée. Sur les 230 personnes qui travaillent chez Swissborg pour le moment, c'est combien c'est combien de gestionnaires, c'est combien de développeurs, c'est combien de supports, c'est combien de relationship managers? Est-ce que tu peux nous donner une petite proportion pour avoir un peu une idée de quel type de profil en fait il y a derrière cette grosse start-up qui à mes yeux n'est plus vraiment une start-up parce qu'elle est quand même valorisée à quoi, plus d'1 milliard il y a quelques temps. Donc vous avez aussi fait une levée de fonds en 2023 si je me trompe pas de quelques dizaines de millions d'euros. Voilà. Et donc voilà, il y a quel type de profil derrière une société comme Swissborg? On reste une fintech ou une tech-fin, donc on a énormément d'ingénieurs. On a une très, très grosse équipe de dev, d'ingénieurs, de product managers, etc. Donc, je dirais qu'on a une petite centaine de personnes. Quasiment la moitié de Swissborg est composée de techniciens, d'ingénieurs, de personnes très, très talentueuses. Après, on a pas mal de gens du côté du legal et compliance aussi, parce qu'évidemment, on fait les choses, on est très carré, on est très suisse dans l'approche. Donc, on est l'antithèse des cow-boys que sont certaines autres plateformes où nous, on est très suisse, on va lentement, mais on fait les choses bien, dans les clous, dans les règles de l'art. Ce qui fait qu'on a aussi besoin d'avoir pas mal de gens du côté légal, compliance, pour être sûr qu'on a toujours les bonnes licences, qu'on est à jour sur tout ce qu'on fait, sur le champ d'application. Et à côté de ça, il y a une équipe RH classique. Alors moi, je m'occupe de la partie commerciale. On est une petite douzaine. Et puis, j'ai mon équipe commerciale, en fait, elle est divisée. Il y a une partie B2C, donc partie qui s'occupe des utilisateurs finaux, monsieur et madame tout le monde qui investissent chez nous. Et les clients, les plus petits clients et les plus gros clients, les plus importants, où là, on a des relationship managers dédiés qui s'occupent de ces personnes plus sophistiquées et plus fortunées. Puis à côté, j'ai une équipe B2B qui, elle, va plutôt aller faire du business development sur des projets où là, on peut profiter. On a un launchpad, par exemple. Donc, certains projets viennent faire des levées de fonds au travers de chez nous et viennent lancer leurs tokens, viennent investir chez nous de cette façon. OK. On parlait tout à l'heure de moments difficiles, notamment il y a quelques années de ton burn-out. Chez Swissborg, depuis que tu es là, est-ce qu'il y a un moment qui a été très difficile et si oui, lequel? Ou plus difficile? 2022, 2023 ont été très, très compliqués. Ont été des années très compliquées. C'était le bear market, c'était le crypto winter. Chez Swissborg, on avait eu une année 2021 incroyable, stratosphérique.
On avait aussi engagé énormément de personnes. Et puis 2022-2023 étaient des années très difficiles. Il a fallu réduire la voilure assez rapidement. Une start-up comme la nôtre doit être agile. Donc, pour pouvoir passer ces années compliquées, il a fallu réduire la voilure. Donc, on a dû se séparer de certains employés. Que vous aviez peut-être recruté quelques semaines ou quelques mois auparavant. Exactement. Mais la chose la plus dure, c'est toujours des gens passionnés. Quand tu travailles dans une start-up comme Swissborg, où on travaille très, très dur, beaucoup, avec une énorme pression, c'est toujours des gens très talentueux et c'est surtout des gens passionnés. Et c'est difficile de devoir se séparer de personnes comme ça. C'était une période très dure. Moi, j'ai un souvenir où c'était très compliqué parce que surtout, en plus, je chapeautais les RH à cette époque-là. Ok. C'est toi qui devais annoncer aux gens qui partaient? Oui. Ok. Il y a combien de personnes, sans indiscrétion, plus ou moins, qui sont parties? Écoute, environ, je sais plus, entre 50 et 80, entre les départs naturels et les gens qu'on a dû... Ah oui, donc c'est quand même... C'était conséquent. Oui, quelques dizaines de personnes que tu as dû aller voir et expliquer. C'était conséquent et c'était d'autant plus compliqué. Ouais. Ok. Et est-ce qu'il y a aujourd'hui, avant de venir sur les investissements, les conseils que tu pourrais aussi partager aux personnes qui débutent, est-ce qu'aujourd'hui, il y a quelque chose qui est... qu'est-ce qui est le plus pénible pour toi aujourd'hui? Enfin, je vais le poser la question de deux manières différentes. Quelle est la chose que tu adores le plus aujourd'hui chez Swissborg et quelle est la chose qui peut-être t'embête le plus dans ton quotidien ou sur un mois qui est un peu plus pénible? Ce que j'aime le plus, c'est la variété des sujets, l'agilité, la flexibilité. C'est une start-up. Moi, j'ai fait toutes mes écoles dans des grandes structures où, quelque part, j'étais un exécutant en bout de chaîne et tout était très lent et c'était l'antithèse du dynamisme, souvent dans ces grandes banques. Chez Swissborg, c'est tout le contraire. Il faut se retrousser les manches, mettre les mains dans le cambouis et puis porter les projets de A à Z. Et y a pas quand on a un problème IT, il n'y a pas un département IT qu'on peut appeler, ou bien il faut vraiment pousser les projets et tout driver de A à Z. Ça, c'est quelque chose que j'adore, que je trouve passionnant. Et ça fait 4 ans et des poussières que je suis chez Swissborg et je ne m'embête pas une minute. C'est passé en un clin d'œil. Et chaque jour, je me lève le matin et j'adore ce que je fais. Et je suis incroyablement fortuné dans le sens chanceux de faire quelque chose qui me passionne. Donc ça, c'est vraiment ce que j'aime le plus, c'est la flexibilité que ça m'apporte. Qu'est-ce que j'aime le moins? Je trouve compliqué des fois les lenteurs administratives, mais ça c'est propre à la crypto et c'est propre à l'écosystème. Comme la réglementation MiCA, c'est exactement. Ça? Okay. En ce moment, on attend d'avoir la validation pour MiCA, etc., ce qui nous permettra de faire plein de choses. Donc on a plein de projets, on a plein d'idées, plein d'initiatives qui sont un peu en attente. Pour l'instant, tout est on hold en attendant d'avoir cette fameuse licence MiCA. Et puis, c'est vrai que cette lenteur administrative, des fois, c'est un peu frustrant. OK. En 2 mots, pour les personnes qui nous regardent, c'est quoi c'est quoi MiCA et comment ça se fait que certaines boîtes ont déjà obtenu, via l'un ou l'autre régulateur, leur agrément, leur passeport, je vais appeler ça comme ça, MiCA? MiCA, c'est un peu... alors, ça va... C'est un peu le MiFID de la crypto. Alors, MiFID, c'est ce cadre réglementaire qui va dicter ce qu'on a le droit de faire ou pas en Europe. MiCA est vraiment le cadre pour l'Europe. Pour les crypto-actifs. Pour les crypto-actifs. Ce qui fait que, en fait, on a postulé pour cette licence il y a déjà quelques mois. Et en fait, c'est une licence qui nous permettra, par exemple, de faire du marketing actif dans plein de pays où aujourd'hui, on n'a pas le droit d'aller faire du marketing proactivement, d'aller faire des pubs dans les journaux, etc. Donc, il y a plein d'endroits en Europe, il y a plein de pays où on aimerait aller mettre un pied et puis aller débaucher des gens. Mais aujourd'hui, on n'a pas le droit. Donc, on attend d'avoir cette fameuse licence. Ça va nous ouvrir énormément de portes, mais c'est vrai que ça fait il y a plein de projets sur lesquels on travaille qui, pour l'instant, sont on hold. Donc, okay. De mon côté, mon but, c'est de faire du business development. Donc, évidemment, ça peut être très frustrant. Ouais. Oui, surtout aussi que d'autres, des concurrents à vous, ont leur agrément depuis quelques semaines, voire depuis quelques mois. Et donc, d'une certaine manière, ça peut créer
je veux dire, la barrière la ligne de départ est ouverte pour d'autres et vous êtes toujours dans les starting blocks à attendre que le feu soit vert, quoi. C'est vrai, c'est un fait, mais en même temps, c'est pas non plus une mauvaise chose dans le sens où on a pas mal de concurrents ou d'entités qu'on connaît qui n'étaient pas préparés pour cette licence et qui n'ont même pas postulé ou qui ont postulé mais qui ne l'auront jamais. Et, nous, on est très très confiants en principe sur l'obtention. Donc, ça va aussi faire un écrémage quelque part. Donc, nous, on a toujours été chez Swissborg, on a toujours été pro-régulation, etc. Justement parce qu'on a toujours fait les choses très carrées, de façon très helvète. Et donc, on a toujours été pro-régulation. Et au contraire, on travaille dans un space, dans un écosystème qui est relativement dérégulé, qui était assez dérégulé jusqu'à il y a peu. Nous, on a toujours été très preneurs de cet aspect régulatoire. Ok. Justement, si on revient sur les cryptos, est-ce que tu peux nous partager un petit peu aujourd'hui, dans tes investissements en bourse, dans quoi tu as investi? Est-ce que tu as investi dans des actions, des obligations, de l'or, des ETF passifs, des fonds? Tu mentionnais tout à l'heure qu'au début de tes investissements, tu faisais un peu de Nestlé, UBS, un peu de stock picking avec des fonds d'investissement. Et comment, au fur et à mesure des dernières années, tu as intégré aussi les cryptos dans ton portefeuille? Alors, mon portefeuille a beaucoup évolué sur ces dernières années, dans le sens où c'est vrai qu'avant, j'avais des très classiques, des actions, pas mal d'actions. Je faisais du stock picking opportuniste, on va dire, et puis j'avais pas mal de fonds. Quand je me suis rendu compte qu'en fait, quand je voyais les frais que je payais pour ces transactions et ces choses-là, et les gains qui étaient possibles sur la crypto, j'ai gentiment tout liquidé sur mes portefeuilles classiques pour tout mettre en crypto. C'était quand ça, plus ou moins? 2021. Ah oui, 2021. Quand je suis arrivé chez Swissborg, je me suis dit que c'était important d'avoir du skin in the game. Donc, j'ai tout de suite investi une bonne partie de cet argent en fait dans le token natif qu'on a chez nous. Donc, en fait, l'entité chez nous, la société s'appelle Swissborg, mais on a notre propre token qui s'appelle le Borg. Okay. Donc, à l'époque, j'ai acheté pas mal de Borg avec ça justement parce que je trouvais que c'était la meilleure façon de se lancer et de se mettre dans le bain. Et en 2022, le marché chute fortement? Le marché chute fortement. Moi, je suis un peu le Kramer contraire où il faut toujours faire le contraire de ce que tu fais. De ce que je faisais, en tout cas à l'époque. Non, c'était au tout début. Et puis, comment tu as vécu 2022? Parce que tu rentres dans un nouvel écosystème. Puis 2021, c'est génial. 2022, tu dois licencier des gens. Les revenus sont moins importants que prévu. Toi-même, ton portefeuille que tu avais rechangé en disant je vais mettre à fond du crypto, du Borg, peut-être du Bitcoin et tout ça, chute de plusieurs dizaines de pourcents. Comment tu vis la chute au niveau de ton patrimoine financier, mais aussi au niveau, c'est difficile, au niveau professionnel, tu as rejoint depuis quelques mois et tu dois te séparer de certaines personnes? Alors, c'est clair que se séparer des employés, ça, c'était vraiment pas drôle. Mais à côté de ça, si je prends la chute de mon propre portefeuille et de mes propres investissements, je l'ai vécu de façon très sereine parce que j'avais réussi à suivre cette règle d'or qui voulait que j'investisse pas de l'argent dont j'avais besoin à court ou moyen terme. Et c'est même de l'argent que si je l'avais perdu à 100%, ça m'aurait pas changé la vie. Donc j'étais assez serein. Ça m'a jamais empêché de dormir. Mais ça, c'est vraiment la règle d'or. C'est vraiment de toujours investir de l'argent sur lequel on peut se permettre de perdre des fois 60-70% ou plus. La cyclicité des marchés fait qu'on sait qu'on va passer par là. Et quelque part, l'expérience aussi d'avoir vu la crise des subprimes, 2008, 2009, etc., ou d'avoir déjà vécu des grosses crises financières, permet de prendre du recul, permet de zoom out. Tu prends du recul et puis on se rend compte que finalement, si on est là pour les 5, 10, 15 prochaines années ou plus, on sait que des corrections, il va y en avoir. On sait que, surtout dans la crypto, on sait qu'il va y avoir des gros pumps, il va y avoir des crashs aussi. Si on est prêt à passer au travers et qu'on a les reins solides, à long terme, on est de toute façon vainqueur. Donc, j'étais assez serein. Ok. Pour quelqu'un qui commencerait en
en crypto, quels seraient, je dirais, les 3 conseils principaux que tu aurais envie de lui partager? Ne pas attendre le bon moment, parce que finalement, à un moment donné, la crypto, il faut grimper dans le train. Et de nouveau, si on regarde le trend séculaire, si on prend du recul et timer le marché, c'est très, très compliqué. Par contre, il n'y a rien qui puisse battre le temps passé dans le marché. Donc, en fait, il faut vraiment, à un moment donné, il faut se lancer, ne pas mettre toutes ses billes d'un coup, ne pas investir de l'argent qu'on ne peut pas se permettre de perdre, et puis surtout faire du DCA. DCA, c'est un acronyme qui veut dire Dollar Cost Average. Ça veut dire que tu vas investir régulièrement une certaine somme. Donc, il y a ce systématisme, ça va quelque part enlever tout le côté émotionnel de l'investissement. Et ça, c'est le pire driver que l'être humain puisse avoir. Un des pires biais que tu puisses avoir, c'est de te laisser guider et prendre des décisions sous le coup des émotions. Et justement, cette systématique du DCA te permet, en fait, par exemple, je ne sais pas, tu mets 50 € toutes les semaines ou tous les mois en fonction de ton budget. Et ça va avoir un compound effect, un effet boule de neige qui est vraiment très, très puissant. Et tu fais ça pendant 5 ans, et puis tu achètes un peu de Bitcoin, du Borg, et puis du Solana, et puis... Ok. Et justement, tu parles Bitcoin, Borg, Solana. Ton portefeuille, il est composé de portefeuille crypto de combien de crypto? De combien de crypto, tu dis en pourcentage? Ton portefeuille crypto représente quelle proportion de ton patrimoine financier? Et à l'intérieur de ton portefeuille crypto, il y a peut-être Bitcoin et il y en a peut-être d'autres. Il y en a combien? Ok. Alors, moi, évidemment, je baigne dedans toute la journée, donc c'est normal que j'ai une proportion plus importante. Je dirais que ça représente environ 20% de mon patrimoine financier. Ok. Mais c'est normal parce que, de nouveau, je suis H24 là-dedans. Donc ça, c'est une chose. Et puis, il est composé principalement... Écoute, moi, mes plus grosses positions... Alors, moi, je ne suis pas un Bitcoin maxi. J'étais plutôt un Ether maxi un temps. Et donc... qui avait bien chuté vers $1 200. Hein. Ouais, non, c'est un peu terrible. Mais mes plus grosses positions sont Solana, Ether et Borg. Et après le reste, Et après le reste, un peu de Bitcoin quand même. J'ai un petit peu, mais très peu. Ok, très peu. Mais je me dis à chaque fois qu'il faut que tu en mettes plus. Faut que je mette une petite poche spéciale. Ok, spécial Bitcoin. Un 3e pilier juste là-dessus. Et les 20%, ça, ok. Les autres 80% de ton patrimoine financier, c'est quoi? C'est du stock picking, des actions comme Nestlé, Roche, Novartis, UBS, ou alors des fonds actifs, des fonds passifs? De quoi il est constitué un petit peu? ETF. Okay. Il y a peu de choses qui peuvent battre les ETF. Donc, Tu gères par toi-même? Non, je laisse ça à des pros. Ok. Gérer de manière très passive, faire du buy and hold. Ouais, buy and hold pour le long terme. Et c'est intéressant, justement, ton parcours. Tu as travaillé 15 ans en banque privée, et aujourd'hui, finalement... tu n'as pas de fonds actifs. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, ou très peu, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, tu as décidé d'avoir de la crypto et principalement des fonds passifs, des ETF passifs, plutôt que d'avoir des fonds actifs dans lesquels tu as été baigné pendant de nombreuses années? Alors, tout bêtement, parce que le patrimoine que j'ai ne le permet pas. Il ne faut pas se voiler la face. Je ne sais pas comment c'est ici en Belgique, mais en Suisse, la gestion de fortune, la gestion de patrimoine est quelque chose d'encore très, très élitiste. D'ailleurs, d'où la création de Swissborg. On est une bonne partie des directeurs chez Swissborg des anciens banquiers, ou des anciens, en tout cas, de la finance tradie. Et puis, on s'est justement rendu compte avec les années que c'est un monde très... pas opaque, mais très élitiste. Il faut dire ce qu'il en est. Si aujourd'hui, tu vas dans une de ces banques privées et que tu essayes d'ouvrir un compte pour moins de 5 millions d'euros, tu ne vas pas recevoir un très bon service et tu ne vas pas avoir accès en fait, à ces outils et à ces produits. Donc moi, j'en suis à des années-lumière. Donc voilà pourquoi. Mais tu pourrais aussi avoir, parce qu'en Belgique, par exemple, tu peux avoir pour quelques centaines ou quelques milliers d'euros des fonds actifs, mais qui coûtent 2% de frais et qui ne sont pas spécialement performants, notamment à cause des frais. Donc tu pourrais aussi, si tu le souhaites, via un courtier ou ce genre de choses, avoir accès à des fonds actifs, non? Oui, tu pourrais. Oui, voilà, c'est ça. Ouais, non,
L'accès, il est là. Mais non, je suis sincèrement très... C'est surtout des reliquats du passé que je touche quasiment pas, je les laisse dormir. Là, c'est vrai que le moindre centime, le moindre franc suisse ou le moindre euro qui rentre, en général, je le mets dans la crypto parce que c'est là où j'ai la véritable expertise, c'est là où je vois maintenant le potentiel incroyable pour les années à venir. Et donc, chaque centime est redirigé là. Ok, super. Peut-être une avant-dernière question. Quelle est la plus grande erreur que tu vois chez les personnes qui débutent sur Swissborg, par exemple, quand ils investissent en crypto, ou de ce que tu vois sur les réseaux sociaux, ou des choses où tu dis, punaise, mais ça arrive chaque semaine ou chaque mois, non, ça peut plus durer, quoi. Bon, écoute, c'est vraiment, c'est un peu bateau, mais c'est vraiment le court-termisme. Les gens te diront toujours, quand il y a la théorie, il y a l'intention, donc on dit toujours, ah non, mais moi, il n'y a pas de problème. Si le portefeuille perd 15%, j'ai les reins solides et tout. Le jour où le portefeuille perd vraiment 15, 20 ou 30%, souvent, c'est là qu'on se rend compte que les gens ont une vue beaucoup plus court-termiste qu'ils l'ont dit à la base. Et la pire chose que tu puisses faire, c'est vendre à ce moment-là. Donc, il faut vraiment... et c'est là où on est... le relationship manager est là pour accompagner et pour aider les personnes. Tout bêtement, de nouveau, on en revient à prendre du recul, zoom out, regarder quel est le trend séculaire, réfléchir sur les 5-10 prochaines années et pas sur les 5-10 prochains jours. Et ça fait toute la différence entre un débutant et quelqu'un qui avait déjà vécu plusieurs cycles. La crypto, c'est vraiment quelque chose de très cyclique, avec des cycles très très forts, haussiers comme baissiers. Il faut avoir les reins solides. Ça va être un bumpy ride, mais en même temps, il n'y a aucune autre classe d'actifs qui t'offre aujourd'hui un avenir comme celui que la crypto offre. Ok. Tu parles des prochaines années. Sur les prochains mois ou 2-3 prochaines années, c'est quoi les 2-3 projets prioritaires sur lesquels Swissborg travaille? Les mandats de gestion, clairement, parce que ça, c'est quelque chose qui, pour nous, est vraiment un premier pas. Mais pour nous, c'est vraiment un pas de géant dans la gestion de fortune. Ça nous permet vraiment de pouvoir montrer toute l'expertise qu'on a, tout le knowledge, tout le know-how qu'on a avec la crypto. Donc, ça, c'est vraiment un des projets principaux sur lesquels on est en train de travailler depuis. On l'a lancé il y a 6 semaines. On est en train de travailler très dur, justement, pour l'expliquer, pour le faire connaître, pour expliquer aux gens ce qu'il en est. L'obtention de la licence MiCA, on en a parlé. C'est un projet très, très important qui nous tient à cœur et qui, pour nous, va débloquer énormément de projets et d'initiatives, etc. Mais qui vous différencie pas d'autres plateformes, si, parce que tout le monde essaye un petit peu de l'avoir, cette licence. Tout le monde essaie de l'avoir. Il y en a très peu qui l'ont. Ceux qui l'ont obtenu jusqu'à maintenant, c'était souvent des licences MiCA chypriotes ou de... Nous, on a fait ça avec l'AMF, avec la France. Donc, c'est une licence vraiment solide, une belle licence. De nouveau, on fait les choses... C'est peut-être plus lent, mais on fait les choses bien pour les 15-20 prochaines années. Donc, c'est vraiment l'idée. Donc, il y a ces 2 projets-là. Et puis, on continue à étoffer ce qu'on appelle notre MEX, qui est en fait... on est ce qu'on appelle un Meta Exchange. Donc, quand tu viens chez Swissborg, en fait, puis que tu veux acheter des cryptos, on va t'offrir... on a un outil incroyable qui s'appelle le Smart Engine, qui va te permettre, en fait, d'acheter tes cryptos au meilleur prix. Donc, si tu veux acheter, par exemple, pour 1 000 € de Solana, on va aller scanner plusieurs centralized exchanges, des SEX, on va aller scanner des DEX. C'est un peu comme un Skyscanner, c'est un peu comme un agrégateur qui va aller checker sur différentes plateformes où te donner le meilleur prix. Et en fait, cet outil, le Smart Engine, va te donner par défaut ce qu'on appelle la Best Price Execution. Donc, tu vas pouvoir acheter tes cryptos au meilleur prix. Et puis, on essaye de rajouter des nouveaux exchanges et des nouvelles plateformes sur lesquelles, en fait, on essaye d'étoffer notre agrégateur. OK. Donc ça, c'est aussi quelque chose, un des projets importants sur lesquels on travaille. Et quel est l'intérêt d'étoffer d'augmenter, je dirais, le nombre de places sur lesquelles faire les échanges? Parce qu'à un moment donné, quand on a les principales, est-ce que ça a du sens qu'il existe quand même des dizaines, voire des centaines, effectivement, de places d'échange centralisées et même décentralisées? Comment on fait pour choisir les plus pertinentes dans votre cas? C'est souvent, écoute, la crypto, c'est toujours lié. Il y a toujours un mot d'ordre, c'est la liquidité.
Donc, nous, on cherche toujours à avoir le plus de liquidité et plus on a de plateformes, plus on a de liquidité, plus on a d'options aussi. Et puis, plus on a de plateformes, plus on peut offrir des prix compétitifs. Le prix est différent sur chaque plateforme. Il y a des histoires de spread, etc. Nous, on peut... justement, le but, c'est d'offrir la best price execution. Et pour ça, plus on est tough, plus on peut offrir un bon prix. Comment on peut être certain, je me permets de challenger un petit peu, mais comment on peut être certain d'offrir ce best price execution? Parce que je suis un particulier, je passe mon ordre via Swissborg, je vois effectivement que je suis passé, je ne sais pas, sur Orca, Binance ou peu importe pour mon ordre, ou même sur plusieurs centralized exchange ou decentralized exchange. Ouais. Comment moi je m'assure, parce que aujourd'hui, même sur le marché traditionnel, il n'y a pas de consolidated où on reprend tous les ordres, tous les prix sur les transactions à telle heure. Comment moi je m'assure effectivement que le prix est bien le meilleur? Vous avez des stats par rapport à ça? Vous contrôlez en disant, j'ai pris le meilleur prix parce que j'ai pris le prix, j'invente, sur Kraken, parce que je suis passé par Kraken via l'application Swissborg, parce que effectivement ça me donnait le meilleur prix, parce qu'à ce moment-là, au même moment, sur Binance, c'était 1,5% plus cher. Et j'invente, est-ce que vous mesurez ça? Comment vous faites? Je suis sûr qu'on le fait, mais vu que je ne suis pas technicien du tout, il faut reconnaître ses forces et ses faiblesses. Je ne veux pas te baratiner et te dire des trucs qui sont faux. Sinon, je vais me faire engueuler par les ingénieurs après quand je vais rentrer au bureau. Non, je ne saurais pas te dire. Je ne saurais pas te dire. Tout ce que je sais, c'est qu'on a une équipe de gens incroyablement talentueux qui fait ça toute la journée. Je suis sûr qu'on fait ces checks. Et on a un OMS qui est vraiment une véritable œuvre d'art d'ingénierie dans laquelle je fais... Je trust à 100% l'exécution. Okay. Et on l'a fait, en fait. On a fait le test en live. D'ailleurs, vous pouvez trouver cette vidéo sur YouTube où un après-midi, Cyrus il s'est dit, on va prendre... je ne sais plus on avait 12 ou 13 téléphones. Puis on a tous été faire. On était sur Kraken, sur HitBTC, on était sur Orca. On avait 12 ou 13 téléphones et on a tous acheté, je crois, pour 300 € de Solana. Et on voulait voir comment les différents prix. Et évidemment, il faut tout faire... Au même moment. Donc, on a tous fait un 3, 2, 1. On appuie sur le bouton d'exécution. Et après, on a regardé, effectivement, Swissborg te donnait le meilleur prix. Et après, il y avait toutes les autres plateformes. Donc, on a fait le test en live et ça marche très bien. OK, super. Ouais, c'est une petite question qu'on pourra poser effectivement à tes collègues, plus techniciens, ingénieurs et tout ça. Là. Peut-être dernière question avant de conclure. Tu mentionnais que tu avais 2 enfants, 9 et 11 ans. Comment tu leur parles d'argent et est-ce que tu leur parles déjà de Bitcoin? Alors oui, alors les pauvres, hein, moi, ils m'entendent parler de ça toute la journée, donc évidemment, on en parle. J'essaye de vulgariser au max. Ça m'aide énormément parce que je fais souvent justement des séances d'intro à la crypto où on prend un peu nos bâtons de pèlerin puis on va expliquer aux gens quelle est la valeur ajoutée, qu'est-ce que c'est, comment marche cette technologie, etc. Donc, j'ai ce devoir quelque part de vulgarisation et il n'y a pas de meilleur public qu'un enfant de 9 ans à qui il faut expliquer comment ça marche. Donc, quand je m'entraîne avec eux, c'est mes cobayes. Donc, oui, on parle beaucoup de ça. On parle très ouvertement d'argent à la maison, c'est la première chose. Et puis, j'essaye de leur expliquer. Et eux, ils baignent dedans depuis des années maintenant. Mais c'est vrai que c'est pas toujours... c'est des sujets techniques, c'est pas toujours facile de vulgariser. Mais d'ailleurs, je crois que toi, tu as quelque chose qui est un outil incroyablement... C'est un petit cahier, effectivement, d'activités pour les enfants à partir de 5 ans. On ne parle pas encore de Bitcoin là-dedans, mais c'est effectivement pour essayer, en fait, de pouvoir dire c'est quoi l'argent, les pièces. Aujourd'hui, nos enfants, ils voient de moins en moins de billets et de moins en moins de pièces, qui est effectivement le cas. Donc, j'invite dans ce cahier d'activité-là à faire des petits exercices, de donner un billet à son enfant, de le laisser un petit peu choisir ce qu'il veut au magasin, ou même sur les dépenses vitales et les dépenses plaisir. C'est quoi la différence entre les deux? Ou une petite gestion de budget. Mon enfant souhaite un nouveau vélo qui coûte 250 francs, si je parle en francs suisses. Il a 150 dans sa ternire. Comment on fait pour générer les 100 nouveaux euros? Mais je ne parle pas encore, ça sera peut-être dans un tome 2. Le tome 10-16 ans, parler effectivement de la crypto. Mais c'est
déjà, même avant de parler de Bitcoin, en fait, ou même de crypto, juste pouvoir parler d'argent. C'est quoi l'argent? À quoi ça sert? Et finalement, l'argent, c'est juste, si on regarde le cours de l'histoire, c'est juste un moyen d'échange sur lequel on s'est tous accordé de dire, bah voilà, si je vais à la boulangerie demain, je vais payer en euros ou en francs suisses. On s'est tous accordé là-dessus. Et malheureusement, ce que je vois aujourd'hui, c'est que vu que les enfants sont de plus en plus dans un monde dématérialisé, ils ne se rendent pas compte qu'un iPhone va coûter 1000 fois plus qu'une bouteille d'eau. Ils vont pas se rendre compte qu'il va y avoir d'un côté une bouteille d'eau au magasin à 1 euro, de l'autre côté 1000 euros l'iPhone. Et pour eux, ils vont peut-être dire oui, ça coûte un petit peu plus cher, mais ils n'ont aucune valeur de l'argent et on ne peut pas leur en vouloir parce qu'ils vivent dans un monde dématérialisé et peut-être même plus à l'avenir, si on prend effectivement, imaginons, il n'y a plus de billets, il n'y a plus de pièces, on paye tout en crypto. Et comment on fait en sorte que les enfants aient un petit peu cette valeur de l'argent qu'ils ne voient plus avec leurs yeux? C'est vrai que c'est un vrai challenge, c'est un vrai défi. Voilà, donc c'est effectivement pour ça que mon cahier a vu le jour il y a quelques mois. En tout cas, Alexander, un immense plaisir du fond du cœur pour ton temps, pour ta disponibilité. Merci aussi de t'être ouvert, d'avoir parlé en toute transparence des moments joyeux, mais aussi des moments plus difficiles sur ta vie. Est-ce qu'il y a un endroit, un réseau social, là où on peut te retrouver si on veut suivre tes aventures chez Swissborg ? Tu peux sur LinkedIn, vous pouvez trouver ma page sur LinkedIn. Et puis, j'ai un compte Instagram qui s'appelle Alex Intro to Crypto, où je poste un peu des photos, etc., des différentes séances, les fameuses introductions à la crypto que je fais assez régulièrement. Donc, là-dessus. Super. Un immense merci, Alexander. Merci à toi, Greg. Et à très bientôt. À tout bientôt. Merci beaucoup. Et effectivement, j'ai sorti ce cahier d'activités, Apprends l'argent en t'amusant, qui est un cahier d'activités pour les enfants à partir de 5 ans, qui va parler justement des dépenses plaisir et des dépenses plus vitales, qui va aussi aider les enfants à faire des petits budgets et des activités ludiques en famille, comme faire des gaufres et puis vendre des gaufres à des amis, des collègues ou encore même à des membres de la famille. Et puis sur toute la notion de l'argent, les pièces, les billets. Et c'est la raison pour laquelle j'ai créé ce cahier d'activités. D'ailleurs, 100% des revenus liés à la vente de ce cahier d'activités vont à une association sans but lucratif que j'ai créée avec Sophie, qui est mon associée sur ce projet-là, qui s'appelle « Je compte donc je suis ».